Chers managers, chers étudiants, nous parlerons fondamentalement ici du cadre, c'est-à-dire du manager, du gestionnaire, en ce qui concerne ses attitudes, ses ressources, ses caractéristiques et ses rôles. Les attitudes d'un bon manager. En fait, on appelle attitude une prédisposition à réagir d'une façon systématiquement favorable ou défavorable face à certains aspects du monde qui nous entourent. Et c'est donc qu'il est question d'un ensemble des émotions ou des sentiments qui surgissent face à un objet déterminé ou face à une situation donnée. Ces éléments impliquent également une réaction physiologique, comme le battement de cœur, le tremblement, la fièvre. Ces émotions peuvent être favorables ou défavorables, intenses ou superficielles. Il y a donc deux éléments de base à prendre en compte pour ce qui concerne une attitude d'un manager. Il s'agit des éléments cognitifs et des éléments comportementaux. Les éléments cognitifs constituent l'ensemble des connaissances que le manager acquiert principalement dans le domaine du savoir, et ici le savoir gestion ressources humaines. Les éléments comportementaux sont quant à eux à placer dans le domaine des actions et résultent de l'évolution des attitudes. Mais alors, quelles sont les sources des attitudes d'un bon manager? Il s'agira ici de voir les facteurs qui sont à l'origine des variations considérables différentes d'un individu à un autre, d'un groupe à un autre dans le domaine des attitudes. Il y a plusieurs facteurs, mais ceux-ci sont focalisés autour de trois principaux, à savoir les facteurs liés à la culture, les facteurs liés au groupe d'appartenance et les facteurs liés aux expériences personnelles. Quand nous parlons de la culture, il s'agit de l'hérédité sociale qui renferme le mode de pensée et d'agir. C'est aussi la condition du monde, sa conception par un groupe déterminé dans la maîtrise des situations et des problèmes que ce peuple rencontre. Problèmes de gestion, problèmes sociaux, problèmes philosophiques. La culture montre en réalité que les gens régis par les codes sociaux diffèrent et ont des attitudes différentes face à un problème donné. L'autre point de focalisation ou comme source des attitudes, c'est le groupe. Il s'agit d'un système d'interdépendance entre les membres d'une même communauté. L'attitude peut être propre à un groupe à un moment donné et expliquer le fonctionnement du groupe, sa conduite tant sur le plan interne qu'externe. Mais aussi, les attitudes peuvent avoir comme source des expériences personnelles. S'il est établi que les groupes ont leur comportement propre, il est également possible d'identifier des comportements personnels qui sont aussi des facteurs de différence au sein du groupe. Les expériences personnelles comprennent des structures idéologiques, philosophiques liées à l'organisation de la famille, à des perceptions résultant de tout ce à quoi l'homme a dû faire face dans toute sa vie. Telles sont donc les trois sources où nous pouvons voir jaillir les attitudes d'un bon manager. Nous avons donc parlé avant tout de la culture comme source, du groupe dans lequel on est comme source et des expériences personnelles comme source. Mais les ressources dont le cadre a besoin pour poser une bonne attitude peuvent être considérées sur le plan des ressources matérielles,
des ressources humaines, c'est-à-dire des ressources personnelles, des ressources naturelles, des ressources financières, des ressources temporelles. Dans certains documents de gestion, on parle de 6 M de la gestion pour qualifier les ressources. Il s'agit en fait de moyens humains, méthodes, matière, machine, monnaie, marché. Il s'agit donc là de systèmes qu'on va appeler les 6 M qualifiant les ressources. Parmi toutes ces ressources, celles dites humaines sont les plus précieuses sur lesquelles doit compter un manager pour réaliser ses objectifs et créer un système innovationnel adéquat. La motivation est complexe et implique la combinaison de plusieurs facteurs ou mobiles pour amener l'homme à bien travailler, l'employé à bien accomplir sa fonction. Certains disent qu'il faut compter sur l'homme. Certains le disent. Mais au-delà de tout, ce que nous avons pu dire, qu'il s'agisse des attitudes, qu'il s'agisse des sources de ces attitudes, un bon manager a besoin d'avoir des caractéristiques qui le distinguent, non seulement des autres employés, mais des autres hommes en général. Plusieurs caractéristiques sont donc notées lorsqu'il s'agit de qualifier le manager. Certains parlent de 6, d'autres donnent une liste de 12. Il existe en effet 6 qualités caractérisant le manager et qui le font appeler manager de l'excellence. Il s'agit 1. De la perspicacité créatrice. 2. De la sensibilité. 3. De la vision. 4. De l'ouverture d'esprit. 5. De la concentration. 6. De la patience. Elle relève du domaine de la réflexion tout en s'efforçant d'être créatrice. Un bon manager perspicace est celui qui a un fort potentiel d'invention et d'imagination. Pour devenir un dirigeant perspicace, il faut connaître l'importance de la perspicacité et de son existence, rechercher perpétuellement des solutions originales aux différents problèmes, ouverture d'esprit, savoir se fixer des objectifs clairs, réalistes, possibles à atteindre, l'optimum, le meilleur résultat, prendre l'initiative et la responsabilité personnelle, prendre les risques, calculer la perspicacité, maîtriser des échecs, la patience, utiliser toujours le feedback, avoir une idée claire et enfin utiliser rationnellement les ressources dont on dispose. Et quand ces ressources sont rationnellement utilisées, on est à même de voir le gestionnaire dans un bon rôle et de le qualifier d'un cadre adéquat à la gestion de l'entreprise, à la gestion de l'organisation. Il est donc question ici de voir quel est le rôle d'un bon manager, d'un bon gestionnaire, d'un bon cadre, gestionnaire des ressources humaines, gestionnaire de l'organisation. Plus l'homme gravit en effet dans la hiérarchie de l'organisation, plus les tâches décisionnelles ou de décision s'accroissent. En analysant le rôle professionnel du cadre, nous notons qu'il y a 10 qui peuvent être assumés tout au long de la fonction du cadre. Cependant, on parle de 3 rôles principaux en regroupant bien sûr les 10. Il s'agit des rôles interpersonnels, des rôles liés à l'information et des rôles décisionnels. Pour ce qui concerne les rôles interpersonnels, il y a d'abord le symbole. Le manager est un symbole. Partant de l'autorité formelle, le manager doit montrer que son rôle est celui d'un symbole, c'est-à-dire qu'il est appelé à représenter son organisation dans toutes les occasions formelles
qui se déroule à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Deuxième rôle interpersonnel, c'est le rôle de leader. Il est également leader compte tenu de ses relations avec ses subordonnés. C'est ainsi qu'il définit l'atmosphère dans laquelle l'organisation travaillera. C'est ainsi qu'il définit le climat de travail. Et alors, troisième rôle, il va jouer le rôle d'agent de liaison. C'est en fait, et enfin, un agent de liaison parce qu'il gère le réseau important des relations externes et internes, verticales et horizontales. Nous pouvons donc dire que le rôle interpersonnel dont il est question est sous trois angles. Est sous l'angle du symbole, du leader et d'agent de liaison. On appelle donc rôle interpersonnel ce travail que le manager a à faire entre les employés et entre lui et les employés. Nous passons donc au rôle lié à l'information. Il y a trois rôles qui sont liés à l'information. Le cadre est ici le centre nerveux. Observateur actif, c'est-à-dire que le cadre est en permanence en train de chercher et de recevoir l'information. Il existe des catégories d'informations sur les opérations internes, des informations sur les événements externes, les analyses, les idées, les tendances, les pressions, ainsi de suite. Le manager, comme rôle à l'information, est aussi un diffuseur. Son objectif étant de transmettre les informations. Il n'est pas appelé à les savoir pour les garder. Certes, une transmission avec les règles de l'art, avec les manières qu'il faut, mais une transmission quand même. Il doit donc diffuser les informations. Les unes liées aux faits véritables, les autres aux valeurs et dilemmes de la délégation. Il est aussi porte-parole, car il transmet l'information vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les personnes principales et le public. La troisième grande catégorie de rôle dont il est question ici, c'est le rôle décisionnel. Et là, le cadre ou le manager est entrepreneur, car il prend l'initiative et assure la plupart des changements non contrôlés et contrôlés de l'organisation. Il est aussi régulateur, situation involontaire, car certains changements sont imposés par des événements non contrôlés par le cadre. Trois types de perturbations peuvent exister. Conflit entre subordonnés, conflit entre organisations différentes et perte de ressources ou de menaces de telle ou telle organisation ou entreprise. Il est aussi répartiteur de ressources dans son rôle décisionnel, car c'est lui qui doit voir et organiser comment répartir les ressources matérielles et surtout les ressources humaines dans chaque service ou secteur d'activité. Il est négociateur. Ce rôle est joué dans des cas où des négociations s'imposent, routinières ou non routinières, importantes ou non, avec d'autres organisations ou avec d'autres individus. Bien que ce rôle soit décrit indépendamment, il faut se garder de les isoler. Nous parlons bien sûr de toutes les catégories de rôles dont nous avons eu à parler tout à l'heure en les divisant en trois grandes catégories. Car les quatre grandes catégories ou les 10 rôles forment un tout, c'est-à-dire un ensemble de parties non dissociables les unes des autres. Que donc le manager, pour pouvoir cerner parfaitement son travail, son rôle, tienne compte de bout en bout de tout, dans son attitude, dans les ressources qu'il aura à épuiser pour travailler, dans ce qui doit caractériser sa personne et dans ce qu'il doit assumer comme
différents rôles.